Pour moi, la littérature québécoise, elle n'est pas univoque, elle se rattache pas à ce grand récit national qu'on nous a un peu imposé au cégep. Et du coup, il me semblait logique d'inclure des écrivains nés à Montréal, même s'ils écrivaient en anglais. Parce que forcément, ils partagent un certain imaginaire avec les autres écrivains montréalais de langue française, mais aussi d'autres langues. Hein. Et leur langue même, c'est ce qui est intéressant, je trouve, chez ces écrivains-là, leur langue même est travaillée par la cohabitation du français et de l'anglais. Une œuvre comme celle de Mordecai Richelieu aurait pas, en tout cas à mon avis, aurait pas pu paraître ailleurs ou aurait pas pu s'écrire ailleurs qu'à Montréal. Ses repères sont montréalais. Le quartier du Myland qui l'arpente dans presque tous ses romans, il se trouve nulle part ailleurs. Et c'est assez curieux parce que pour la première fois, j'ai intégré ce corpus-là à un cours d'introduction à la littérature québécoise cette année. Et il y a eu des débats en classe, en fait. Ça n'allait pas de soi pour les étudiants que d'inclure les écrivains anglophones. Alors que j'ai l'impression qu'ils auraient peut-être moins de résistance devant l'inclusion d'écrivains, par exemple, qui s'exprimeraient dans une autre langue. Il y avait quelque chose, je pense, de l'ordre d'une sorte de... C'est encore la figure un peu du colonisateur là, que l'anglophone. Là. C'est un peu l'ennemi, même si, bon, je grossis, là, je caricature. Mais chez certains, il y avait une nette résistance. C'est-à-dire que pour eux, une littérature, une culture, c'est aussi une langue unique. Puis moi, je défends un point de vue, en fait, opposé. C'est-à-dire que pour moi, la littérature de langue anglaise peut et même doit faire partie de l'histoire de la littérature québécoise. Mordecai Richelieu, évidemment, on l'associe à la polémique qui a découlé de la publication de son article dans le New Yorker en 91, Inside Outside, puis aussi à la publication de son pamphlet au Canada, au Québec. Et pendant longtemps, cette réputation sulfureuse-là a vraiment, en quelque sorte, occulté l'œuvre romanesque, qui est pourtant une œuvre très importante, une œuvre qui a été très bien reçue, au Canada anglais, mais aussi ailleurs dans le monde. On reprend toujours cet exemple-là, mais Barney's Version, par exemple, est un best-seller en Italie. Là. Et je pense que c'est mon intérêt pour Richelieu, au fond, est né d'une curiosité. J'avais toujours entendu, finalement, parler de lui en mal, donc je me suis dit, il doit bien y avoir quelque chose pour qu'on en parle autant. Et c'est à partir de ce moment-là que je suis allée lire donc systématiquement là, toute son œuvre romanesque, qui m'a semblé franchement intéressante, et notamment à cause de cette inscription, je dirais, d'un certain imaginaire montréalais, de cette appropriation d'un quartier qui est le Myland, mais d'un quartier de l'enfance qui au départ revêt une sorte de caractère quasi fantasmatique. Là. C'est un lieu préservé, c'est le lieu de la communauté juive montréalaise, et ce lieu-là, au fil des romans, en vient en quelque sorte à se transformer. Ce lieu-là devient de plus en plus ruiné, ce lieu-là disparaît, et il y a quelque chose chez Richelieu qui, moi, me plaît beaucoup, c'est-à-dire que c'est un auteur qu'on associe généralement à l'humour, et il me semble que c'est aussi un très grand tragédien. Il y a une tragédie qui affleure au fil de ses romans. Pierre Neveu en a très bien parlé dans Lecture des lieux, en disant que qu'en fait, ce qu'on voit apparaître, ce qu'on voit affleurer, c'est la fin d'un monde. C'est un monde qui se déconstruit, c'est un monde qui se délite, et sur lequel le sujet a de moins en moins de prise. Dans Barney's Version, c'est éloquent, c'est-à-dire que le personnage principal est atteint de la maladie d'Alzheimer, il se reconnaît plus dans sa propre ville, les lieux qu'il fréquentait disparaissent les uns après les autres, les rues changent de nom, donc oui, moi je pense que dans mes travaux, il y a surtout deux aspects de l'œuvre qui m'ont intéressé. Les lieux, la manière dont Richelieu s'approprie les lieux, la manière dont l'imaginaire montréalais est convoqué, travaillé, exploré, et aussi je sais pas, ce sens du tragique là, qui se déploie, à mon avis, et qui devient de plus en plus présent dans les derniers textes. Là.
Donc, Histoire de la littérature québécoise, paru en 2007, donc coécrite par Michel Biron, François Dumont, Elisabeth Nadeau-Lafarge et, bon, avec ma collaboration. C'est un projet qui avait été lancé au départ par François Ricard, qui constatait l'absence, au fond, d'un vrai travail d'histoire littéraire, surtout sur le corpus là, d'après les années 60, parce qu'il y a eu le grand projet de Grand Pré, mais qui datait déjà pas mal, hein, parce qu'il est paru... Bon, c'est ça, fin des années 60, là, à partir de 67. Si on veut, c'est un projet d'éditeur à la base et qui était voué aussi à... En fait, on voulait pas refaire le genre, on voulait pas réinventer la roue. Là. L'idée, c'était vraiment d'écrire une histoire et de pallier un manque, de combler une lacune. Donc, au départ, moi, j'étais assistante de recherche sur ce projet-là. J'étais au doctorat à l'époque. Et c'est assez fascinant parce que pour moi, ça a été une sorte d'école dans l'école. C'est-à-dire que c'est avec ces gens-là que j'ai le plus appris. Je suis désolée pour mes autres professeurs, là, mais c'est-à-dire que j'ai beaucoup appris parce que c'est un travail... on était dans l'atelier, c'est-à-dire qu'il fallait relire les textes, il fallait aussi se poser des questions sur les catégorisations dont on avait hérité, sur les différentes mouvances critiques qui avaient été construites par le passé, la constitution des plans des différents chapitres nous prenait un temps fou, là. C'était un travail quasi d'orfèvre, là. Et on revenait sur les plans, on interrogeait les plans. La question aussi des auteurs qui seront privilégiés était centrale, parce qu'on ne voulait pas nécessairement reconduire le canon, pas nécessairement le détruire non plus. Mais il y a certains auteurs du 19e siècle, par exemple, qui ont une place peut-être moins importante dans l'histoire de la littérature québécoise, alors que, bon, ces figures-là avaient la cote, si on veut, auparavant. Là. Donc, vraiment une sorte de travail, je sais pas comment dire, en fait, un mouvement de va-et-vient entre les lectures critiques dont on avait hérité et les textes. Et c'est vraiment une histoire littéraire à partir des textes. Et je pense que ça a été formateur pour moi. C'est un peu ce que je veux rejouer dans le projet sur le contemporain, c'est-à-dire, bon, là, on en est au tout début, on est un peu dans le débroussaillage, tout est un peu vague et, comme je disais, foisonnant, épars, mais à partir du moment où on va commencer à entrer dans les textes, j'ai l'impression qu'on va mieux voir s'animer cette synthèse-là. Ben, l'emblème, pour moi, c'est une sorte de réduction. En fait, c'est la réduction d'une œuvre en icône, en symbole, sans nécessairement prendre en compte ce qu'elle contient réellement. Et mon projet de doctorat, en fait, est né un peu d'une interrogation, puis peut-être même d'une contrariété, c'est-à-dire que on m'avait enseigné la littérature. J'ai pas fait ma maîtrise sur la littérature québécoise. Je l'ai faite sur Blaise Cendrars. Puis au moment où je suis passée au doctorat, je voulais absolument travailler en littérature québécoise. Et dans les cours que j'avais eus, on nous présentait toujours les années 60 comme étant ce merveilleux moment moderne où tout, enfin, comment dire, s'épanouissait, le passage de l'ombre à la lumière. Bon, on connaît la Vulgate. Et je me disais, cette Vulgate est forcément injuste. C'est vrai qu'il y a des grandes œuvres qui sont parues au cours de la période. Ça, je le nie pas, j'ai jamais voulu nier. Mais il y a construction. Et ce qui m'intéressait, c'était de montrer comment on avait construit un certain récit autour des œuvres, un récit qui allait pas nécessairement épouser non plus le contenu des œuvres et qui parfois même était en parfaite contradiction avec le contenu des œuvres. Et je me suis attachée plus particulièrement à des romans qui mettaient en scène des narrateurs jeux et dont la critique avait dit qu'ils étaient des jeux collectifs, là, donc le narrateur même devenant l'emblème de la nation en devenir. Et ma méthode, je dirais qu'elle repose vraiment sur une sorte de va-et-vient entre les textes de la critique. Donc, j'ai vraiment travaillé dans une perspective là, d'esthétique de la réception à partir des travaux de Yass, mais aussi à partir là, des travaux de Paul Ricoeur. Donc, va-et-vient entre le discours de la critique, d'abord la critique de première réception, qui parfois est tout à fait différente de celle qui a suivi. Hein. C'est le cas du libraire. Donc, analyse du discours de la critique et ensuite analyse du discours romanesque. Et le défi, c'était de ne pas entrer en concurrence, en fait, avec le discours de la critique, de ne pas vouloir imposer ma propre lecture des textes, mais je tenais tout de même à relire les textes, à voir comment ils dialoguaient ou pas avec les grandes pistes interprétatives que la critique avait retenues.
Ben, le libraire paraît en 60, donc déjà la bande temporelle est importante. Hein. Là, il y a une sorte d'effet d'écho, une coïncidence intéressante, coïncidence sur laquelle la critique va jouer par la suite. Mais en 60, quand le libraire paraît, le roman n'a pas une réception mitigée, mais n'a pas une réception éblouissante non plus. Je dirais que c'est une réception qu'on pourrait qualifier, faute de mieux, de normale, de correcte. Et en général, les critiques, on sait d'où elles viennent. Elles viennent de la revue Lecture, qui est une revue qui suit en quelque sorte les règles de l'index. Donc, bien évidemment, dans la revue Lecture, on n'aime pas trop le libraire parce que c'est un personnage apathique, qui a de mauvaises valeurs, etc. Mais de manière générale, je dirais que c'est une réception équilibrée. Mais on n'en fait pas non plus du personnage du libraire l'emblème de la libération de la nation, mais pas du tout. Et cette lecture-là, elle est venue, en fait, on peut littéralement la dater. Elle est apparue avec la publication d'un article de Jacques Allard qui, si ma mémoire est juste, s'intitule Le libraire de Gérard Bessette ou comment la parole vient au pays du silence. J'espère que je le cite correctement. En 67. Et c'est là que Jacques Allard transforme le personnage libraire en jeu collectif, en porteur donc de cette libération nationale, et articule toute sa lecture autour justement de la scène d'opposition entre le libraire et le curé. Et donc il construit toute son interprétation autour de ça, ce qui n'est pas, à mon avis, une mauvaise interprétation. Moi, j'en défends une qui est légèrement différente, c'est-à-dire que pour moi, on passe pas dans le libraire du silence à la parole. C'est plutôt l'inverse qui se produit, c'est-à-dire qu'on passe de la parole au silence. C'est-à-dire que le libraire, il aspire au silence et le livre se referme sur son retrait dans une solitude montréalaise qu'il chérit et qu'il avait recherché. Donc, le libraire n'est pas un personnage qui souhaite prendre part à ce qui se passe à Saint-Joachim. Il souhaite, au contraire, fuir toute forme de compromission sociale. Et je trouvais ça intéressant que, par cette légère torsion, Allard ne parle pas du dénouement du roman. Et donc, il réussit, en quelque sorte, à construire une lecture qui répond, en quelque sorte, au désir de la communauté critique de l'époque. Et cette lecture-là, elle sera reprise par presque tous les commentateurs du libraire de Gérard Bessette. Et il y a même des gens qui vont essayer de récupérer le dénouement de manière parfois un peu maladroite pour justifier tout de même cette lecture-là et pour, encore une fois, servir une vision héroïque du personnage de Jodoin qui, si vous l'avez lu, le libraire, en tout cas, il me semble qu'il y a à peu près rien d'héroïque chez Jodoin, là. C'est plutôt le contraire. Et s'il prend la parole, justement, s'il s'indigne, c'est un peu par accident. Comme s'il se souvenait d'un ancien moi là, qui jadis avait eu des idéaux et qui jadis s'était intéressé à la littérature. Mais le Jodoin du roman n'est pas, en tout cas à mon sens, un héros. Bon, ça, c'est un exemple assez concret, assez intéressant aussi parce que la réception est plus, je dirais, restreinte là, et plus univoque. Donc, c'était plus facile, enfin, à l'époque, de créer une sorte de construire un récit autour de cette œuvre-là avec des bandes temporelles précises, donc 60, 67, puis les textes qui ont suivi. Pour moi, Hubert Aquin, c'est presque qu'autant, sinon plus, une figure qu'une œuvre. L'œuvre qui revient le plus souvent, c'est le prochain épisode. Et Aquin est un auteur qu'on a presque transformé en figure mythique, mais je dirais dans un milieu assez restreint, là. C'est comme si c'était un mythe à consommation universitaire, ou presque exclusivement. C'est curieux parce qu'il a une sorte de postérité dans des œuvres d'écrivains, par exemple chez Catherine Mavroukakis, mais elle n'est pas la seule à l'avoir transformé en figure. On trouve aussi Aquin dans les textes d'Alain Farah. Donc, Pourquoi Bologne, à mon avis, c'est l'un des grands spectres là, qui traverse les pages du roman. Et on retrouve Aquin dans une revue comme la revue Liberté, où Aquin, là, curieusement, redevient politique. Ce qu'il avait pas cessé d'être, là, ce serait exagéré, mais ce qu'il était peut-être un peu moins là, depuis les années 90-2000. 1980 a longtemps été la borne qui marquait donc l'entrée dans le contemporain. Et j'imagine qu'elle est toujours chez certains critiques, là. Moi, je m'étais intéressée un peu à la manière dont on avait vécu l'année 80 dans le magazine Spirale, donc en lisant tous les numéros parus en 79-80 et dans la revue Liberté.
Parce que je me disais, c'est bien commode de choisir 1980. C'est bien commode parce que ça fait écho à 1960 et c'est un peu la fin de ce grand récit là, qu'on se racontait, là, le grand récit de l'indépendance, le grand récit de l'avènement à la modernité. Donc, 1960, c'est la naissance. 1980, c'est le deuil. On a parlé là, abondamment du syndrome post-référendaire. Je pense aussi, bon, évidemment, à l'écologie du réel de Pierre Neveu, dans lequel il parle justement de littérature post-québécoise. Donc, 80, c'était vraiment la date parfaite pour parler de l'après. Et je voulais voir comment on avait, en quelque sorte, vécu l'après au moment où l'après, finalement, se construisait. Il y a pas, en fait, c'est ça qui est fascinant. C'est quand on s'attache au texte de près, on voit bien que les changements, il y a jamais de changements radicaux. C'est jamais éblouissant. Ça se construit toujours dans le détail. Et c'est par après qu'on va s'approprier les événements et qu'on va les mettre en récit. Et c'est sûr que, disant ça et m'intéressant aux contemporains, je peux avoir l'air de me tirer une balle dans le pied, dans la mesure où peut-être que nos lectures seront désuètes 10 ans plus tard, et que les gens pourront dire « mais c'est pas comme ça que ça s'est passé, voyons donc ». Et donc l'année 2000, pourquoi est-ce qu'on a choisi dans le cadre du projet sur l'histoire littéraire du contemporain l'année 2000? C'est parce qu'on sentait que là, il y avait vraiment un changement de paradigme par rapport justement aux années 80-90 et que c'était pas rattaché à une histoire politique ou sociale. Que ça se jouait davantage du côté des institutions culturelles, des maisons d'édition, de la scène théâtrale, de la manière aussi dont le web est entré dans la littérature. Là. Et je pense, bon, c'est une intuition, j'ai l'impression que tout ça aussi se cristallise davantage là, autour de 2006-2007. Là. Avec l'entrée en scène des réseaux sociaux, des blogs, etc. Je veux pas dire que tout se passe là sur le web, loin de là, au contraire, mais j'ai l'impression qu'il y a des débats qui sont nourris par les échanges qui auront lieu dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de passerelle entre des publications papier, par exemple comme Spirale ou Liberté, et certains débats qui pourront se jouer sur une page Facebook. On pourrait dire la même chose aussi des journaux là, comme Le Devoir ou La Presse. Là. Parfois, il y a des polémiques qui commencent sur une page Facebook puis qui vont finalement se retrouver dans les journaux et vice-versa. Donc, je pense qu'on peut pas sous-estimer les changements qu'a entraîné l'entrée en scène, je pense, des réseaux sociaux, des médias en ligne. On peut pas sous-estimer leur importance, mais il faut pas non plus l'exagérer et dire que c'est une renaissance, une reconfiguration radicale. Le milieu, l'édition, vraiment, à mon avis, change radicalement à partir du début des années 2000, avec la fondation de maisons d'édition comme le Cartani, le Marchand de Feuilles, Héliotrope, il y en a d'autres évidemment là. Et ce qui est assez fascinant, et ça, je pense que je sais pas si c'est une spécialité québécoise là, mais c'est que très rapidement, ces maisons d'édition là, qui étaient déjà une maison d'édition expérimentale, comme c'était le cas au Cartani, vont être absorbées par l'institution. Je veux dire, c'est comme s'il n'y avait pas de sas, en fait. C'est comme si très rapidement, on passait de la marge au centre en quelques années. Le Cartani, c'est assez fascinant. Je veux dire, maison d'édition qui se disait, expérimentale, qui privilégiait des esthétiques pas nécessairement accessibles et qui, finalement, là, depuis quelques années, reçoit pas tous les prix, là, mais un grand nombre de prix importants, là, dont le dernier prix des libraires, si je ne m'abuse, pour Le Plongeur. Et donc, on peut observer pendant là, la période qui nous intéresse là, ces mouvements-là là, de manière assez évidente. Pour moi, le CRILC, c'est évidemment une communauté. C'est aussi un lieu de formation, c'est-à-dire que j'ai commencé à fréquenter le CRILC alors que j'étais à la fin de la maîtrise et maintenant, je dirige le site Université de Montréal. Donc, pour ainsi dire, fait toutes mes études, ou presque, là, au sein du CRILC.
Donc une communauté, mais encore plus, et je sais que le mot Québec est peut-être connoté de manière péjorative, mais une famille, avec ce que ça suppose là, de bon et de mauvais. Mais une famille, c'est-à-dire avec une famille intellectuelle, avec des chercheurs provenant de différents horizons, qui ont des des objets différents, mais des approches complémentaires. Mais une famille aussi au sens là, le premier là, comme un convivial, un lieu où il y a de l'affect, là, des affects qui sont en jeu. Et ce qui m'apparaît le plus important, et je me réjouis de voir que c'est toujours présent, c'est l'implication des étudiants dans les activités du CRILC. Sans eux, je pense que le CRILC n'aurait pas vraiment de raison d'être. En fait, ce serait un rassemblement un peu artificiel de chercheurs qui travaillent en équipe ou qui travaillent dans leur coin. Mais avec la présence des étudiants, là, il y a vraiment une sorte de... J'aime pas le mot, là, mais de synergie là, qui opère. Il y a des échanges véritables et c'est par là que je sens que le CRILC laisse une empreinte, est un véritable lieu de formation et que tout ça n'est pas décoratif, là, que ce qu'on fait a du sens. Là.